Hello à toutes, hello à tous, bienvenue sur le podcast Impulse ton leadership. Et cette semaine, j'ai l'honneur d'être avec Capucine, qui est la podcasteuse dans toute sa splendeur, qui vient ce matin, aujourd'hui, ou enfin de manière globale en fonction de l'heure à laquelle tu nous écoutes, nous parler de ce qu'elle fait, d'hypersensibilité, d'organisation, parce que Capucine, elle a différents projets, différentes vies aujourd'hui. Et elle va nous en parler parce qu'il y a plein de choses à découvrir et j'ai hâte de te partager cette personne. Salut Capucine, tu vas bien? Salut, ça va et toi? Ouais, super. Je suis très contente que tu viennes. Pour Merci. l'anecdote, on s'est rencontrés via Insta. Tu as un podcast et j'ai un podcast et du coup on se suit sur nos podcasts respectifs. Mhm. Et tu as gagné le concours des 5 ans du podcast sur le fait d'avoir une interview avec moi. Donc je suis trop contente que tu viennes nous parler et que ce soit toi qui ait gagné ce lot parce que je pense qu'il y a plein de choses à nous dire. Je sais qu'il y a beaucoup de gens peut-être aujourd'hui qui te découvrent, qui savent pas un peu qui tu es et qui aimeraient en savoir plus. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui nous écoutent? Bien sûr. Alors, donc, je m'appelle Capucine Aubry. Donc, pour présenter un peu les différents projets, les différentes casquettes pour mieux poser le cadre, à la base de base, je suis étudiante en master de droit pénal, en master 2 à Paris. Mais j'ai envie de continuer mes études en école de commerce. Donc là, je suis en train de faire les candidatures pour... c'est pas vraiment une réorientation, c'est une poursuite d'études. Parce que moi, ce dont j'ai toujours rêvé, c'est de faire de l'entrepreneuriat. Je pense depuis, en vrai, de manière inconsciente depuis enfant. Et à côté de ça, donc, j'ai lancé mon podcast qui s'appelle Dans toute sa splendeur. Et j'interviewe des femmes qui ont la vingtaine et on discute un peu de toute cette période, nos doutes, nos rêves, nos ambitions, nos peurs. Et on parle aussi beaucoup d'hypersensibilité. Et sinon, à côté de ça, enfin, moi j'ai toujours jonglé avec plein de projets en même temps. Genre, bah, par exemple, en ce moment, je fais la création de contenu, le podcast, le master et les candidatures. Plus, bah, j'essaie d'avoir une vie, quoi. Et j'y arrive, je dors, tout va bien. Et voilà, sinon, pour présenter un peu ma personnalité, je dirais que je suis quelqu'un, j'ai l'impression de passer les entretiens de motivation pour les écoles, je suis en plein dedans. Il y a des questions sur les qualités. Je suis quelqu'un de créative, de persévérante et d'empathique. Ouais, je pense que c'est un bon trio qui me décrit bien. Ouais, Et je suis voilà. d'accord. Trop bien. J'aime bien cette présentation qui est, en fait, qui donne un peu différentes facettes que tu as. Et puis, c'est bien aussi qu'on parle de l'humain derrière tous les projets. Parce que souvent, on se définit par nos projets. Mais avant d'avoir des projets, on est des êtres humains, on a des qualités, on a des défauts, et puis on a aussi des passions. T'as des passions, toi, au-delà de tout ce Voilà. que tu fais? T'as d'autres trucs dont tu nous as pas parlé? Bah, oui, oui, mais j'ai un peu arrêté. J'ai fait de la danse pendant 10 ans. J'étais en compétition au niveau national, donc ça faisait beaucoup de, enfin, ça faisait une grande partie de ma vie. Mais quand j'ai commencé mes études, j'ai arrêté parce que j'ai déménagé et je voulais pas forcément reprendre dans une autre école que mon école. Mais aujourd'hui, j'essaie de m'y remettre parce qu'en fait, je danse tout le temps et c'est vraiment un besoin que j'ai de danser. Et sinon, je fais du surf aussi l'été. Mais bon, ça, du coup, c'est un peu restreint dans le temps. C'est Mais pas tout le sinon, temps. voilà. Non. Et sinon, qu'est-ce que je fais? Bah, j'adore lire et j'adore. Enfin, moi, ce que j'aime, c'est, j'allais dire boire des coups, la honte. Mais enfin, genre voir des potes en fait, Il n'y a pas de jugement être tout le ici, temps hein. avec des gens, discuter, enfin pas forcément sortir trop tard parce que je suis tout le temps fatiguée, mais discuter, être avec mes potes et tout, j'aimerais trop faire ça tous les jours, mais c'est pas possible. Tu sais qu'il y a un truc que j'ai pas forcément partagé sur le podcast, mais moi je suis espagnole à moitié. Et je vais souvent en Espagne. Tu vois, là j'y vais, là dans 2 jours, j'y suis. Ouais. Et ce que j'aime en Espagne, c'est ce truc-là où en fait les gens sont toujours en terrasse. En train de Mhm. boire un café, en train de papoter avec des gens. Tu les croises dans la rue, enfin en tout cas dans la ville où je suis, genre ils sont 30 000, mais genre les gens se connaissent. On dirait des mini-villages dans la ville. Et je trouve ça trop stylé que les gens prennent le temps de sociabiliser et de se voir au bar pour papoter, discuter, regarder un match. Et juste, ils se retrouvent et je trouve ça méga bien. Et je pense que c'est quelque chose qu'on perd un petit peu dans Mhm. les grandes villes parce que bah en fait on est constamment dans nos projets. Je pense que tu nous en parleras, ton organisation, un peu plus tard dans le podcast, mais on perd ce truc-là de voir les gens et juste papoter, discuter autour d'un verre, sans qu'il y ait d'écran, sans qu'il y ait vraiment, tu vois, un setup qui soit mis, mais vraiment genre juste vas-y, on va boire un coup, on se pose, que ce soit un café ou que ce soit de l'alcool, et vas-y, on discute, on papote, que ce soit un Perrier, citron. Mhm. Je trouve que c'est méga important. Ouais.
On J'adore. l'oublie. Mais bon, on n'allait pas parler de ça aujourd'hui, on va pas parler de boire un coup avec ses potes. Par contre, t'as un podcast. Mhm. Raconte-nous un petit peu, genre, qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé dans l'aventure du podcast? Quel a été ton déclic? Est-ce que tu peux nous partager un petit peu l'histoire de la création de ton podcast dans toute sa splendeur? Bien sûr. Alors, j'ai eu l'idée quand j'étais en première année à la fac, et je l'ai lancé quand j'étais en deuxième année. Du coup, en fait, j'ai appris qu'on avait 4 mois de vacances, et pour beaucoup, c'est génial, enfin, c'est incroyable. Sauf que moi, ma plus grande peur, c'est de m'ennuyer. Genre, vraiment, je déteste ça. Donc, en fait, 4 mois de vacances, je me suis dit, oula, ça va être très très long quand même. Parce que je savais que bah, pendant les 2 mois d'été, là, il n'y avait pas de souci, j'allais être occupée. Mais les 2 autres mois, bah, enfin, genre, je veux dire, en fin d'année, genre mai-juin, bah, tous mes potes, ils étaient en prépa. Du coup, ils allaient finir en juillet. Moi, j'allais être un peu toute seule. Et j'étais là, bon, bah, ça me fait pas trop triper. J'ai envie de faire quelque chose. Moi, depuis que je suis enfant, je voulais créer une chaîne YouTube. Mais en fait, j'ai jamais osé. Euh, donc, le podcast me semblait être une manière peut-être un peu plus simple d'entrer dans la création de contenu, sans pour autant avoir à partager trop ma vie et ma vie privée en fait, parce que ça m'intéressait pas. Et la dernière chose, c'est que bah, je pense que d'abord j'ai eu l'idée de faire le podcast. Je me souviens très très bien. C'était un soir d'hiver, donc vraiment c'était juste avant Noël. Donc c'est pour ça. Après je l'ai lancé en septembre, donc je me suis vraiment laissé du temps pour être sûre que ça se fasse. En fait, je me suis dit, tu te laisses du temps parce que si tu te lances dans 3 mois, tu vas pas le faire. On prend le temps et on le lance en septembre et en septembre tout sera prêt. Et ça a été vraiment une bonne manière de faire, je pense. Bref, et du coup, c'est un soir de Noël, enfin de période de Noël. Et je sais pas, d'un coup, je lève la tête, il y avait ma soeur et ma mère qui étaient, je suis pas en train de lire. Je leur dis, je vais lancer un podcast. Et genre, elles me regardent en mode, ok. Parce qu'elles savent que j'ai 46 milliards d'idées, que je passe pas toujours à l'action parce que bah sinon je serais enfin, surbookée quoi. Mais elles savent que parfois c'est le cas. Et là, j'étais là, ok, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et je passais vraiment l'après-midi à noter des idées, des idées, des idées, des idées. Et c'est comme ça que je suis arrivée à la première idée. C'était, au début, j'ai fait des personnes qui ont vécu des expériences extraordinaires. Mais en fait, je me rends compte que quand tu commences et que t'as pas forcément de notoriété, trouver des profils comme ça, c'est pas facile, surtout quand t'as 18 ans. Donc, un peu compliqué. J'ai eu des super épisodes. Il y a pas de, je crache pas sur les épisodes que j'ai fait, mais ça me ressemblait pas. Il y avait pas forcément de cohésion parmi mes épisodes, enfin de cohérence plutôt. Et du coup, j'ai pas aimé ma saison. Avec du recul, j'ai vraiment pas aimé. Mais c'est pas la faute de mes invités, hein. Et ensuite, je, j'ai changé et je suis passée à la réalisation des rêves. Parce qu'effectivement, ça se rapprochait plus de moi. Mais ça, j'ai fait ça pendant 2 ans. Mais encore une fois, je me suis dit, c'est pas vraiment moi. C'est un peu mieux, mais c'est pas vraiment moi parce que déjà, moi, mon rêve, je l'ai jamais réalisé. Donc en fait, je trouvais ça un peu bizarre d'interviewer des gens sur la réalisation des rêves en n'ayant pas réalisé mon rêve, qui est de vivre à New York. Voilà, pour information. Ok. Euh, et en fait, je me suis dit, finalement, j'ai envie d'aider les filles comme moi, peut-être un peu plus jeunes que moi, qui ont pas forcément, enfin, qui vivent les choses que j'ai vécues avant, notamment en parlant d'hypersensibilité. Et j'ai envie bah, juste d'avoir une conversation où je peux être moi. Parce que moi, ce que j'aime, c'est des vraies conversations avec mes amis, genre le small talk, ça m'intéresse pas. Et d'ailleurs, quand j'étais petite, c'était très problématique parce que j'arrivais pas à comprendre les gens. Je trouvais qu'ils parlaient de rien. Enfin, genre au collège, je trouvais qu'ils parlaient de rien d'intéressant. Je trouvais qu'ils étaient, ouais, ils étaient un peu nuls, les gens. Et j'arrivais pas à créer quelque chose avec les gens parce que je trouvais que ça manquait de saveur, quoi. Mais du coup, maintenant, je peux m'en servir parce qu'en vrai, c'est une qualité d'être comme ça. Et du coup, le but maintenant, c'est de créer des conversations qui soient vraiment riches et, euh, et où tu ressors avec quelque chose, en fait. C'est pas juste en surface. Et du coup, pour cette nouvelle saison, bah, j'ai un peu innové parce que moi, ce qui me plaît vraiment dans l'entrepreneuriat, c'est la création de concepts. Parce que je pense que je suis hyper créative et, euh, et j'adore créer des concepts, imaginer, concevoir. Et donc cette année, j'ai décidé de créer un jeu de cartes. Ah non, c'est dommage, je l'ai pas pris. Je peux pas le montrer. Bon, c'est pas très très grave. Mais en gros, j'ai créé un jeu de cartes de 108 cartes
Et il y a au recto, il y a des images, des dessins en gros, des motifs plus précisément. Ils sont tous différents. Et de l'autre côté, il y a une question ou un mini-jeu. Et le but, c'est que je les étale sur la carte, sur la table. J'en mets genre 9. Et la personne, mon invitée, elle va piocher la carte qu'elle préfère selon le motif et ensuite elle va avoir la question. Du coup, ça crée un truc un peu joli, un peu plus dynamique que juste piocher une carte. Et je trouve ça cool. Et ensuite, j'ai créé un autre concept et ça, vraiment, c'est vraiment encore mieux que le jeu de cartes pour moi. Enfin, ça fait tellement des résultats incroyables. Je l'ai appelé la lettre de l'invité. Et en gros, le principe, c'est que chaque invité écrit une lettre pour l'invité d'après. Et du coup, chaque invité reçoit la lettre de l'invité d'avant. Et en fait, les lettres, elles sont juste magnifiques parce que mes invités, elles jouent vraiment le jeu. Et elles prennent vraiment le temps d'écrire des jolies lettres et qui ont vraiment du sens. Et en fait, je suis trop fière à chaque fois. Et genre, je m'imprime une lettre pour moi, pour les garder. Parce qu'en fait, je les trouve trop belles. Et voilà, tout ça pour dire que moi, dans mon podcast, enfin, le but là, c'est pas de faire une super pub à l'écouter. Non, non, c'est juste de dire, Pourquoi non? non, mais bien sûr, enfin, évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas envie de m'épancher sur ça comme ça. C'est pour montrer que ce qui m'intéresse moi, c'est vraiment les concepts et je vous montre un peu ce que j'ai fait. Et là, j'ai un nouveau concept que je vais lancer, mais bon, je vais pas trop en dire. Mais en gros, l'idée, c'est de faire un mois de février qui s'appellerait Splendide Février avec le jeu de mots dans toute sa splendeur pour parce que février c'est un mois un peu creux, c'est la fin de l'hiver, on est un peu fatigué, on en a un peu marre. Euh, et le but c'est de créer un peu une sphère positive pendant le mois de février avec un épisode par jour. Mais c'est encore en cours de travail, j'espère vraiment que je vais le faire, mais je pense que je vais le faire, il n'y a pas de raison. Et voilà. Je pense que j'ai déjà pas mal parlé. Ouais, non, c'est super intéressant. Et c'est intéressant, tu vois, l'évolution que tu as et le retour que tu fais de toi-même, en fait, de ce que tu proposes. Je pense que c'est super intéressant d'apprendre à se faire du propre feedback sur ce qu'on fait. Et encore une fois, t'as exploré. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui se seraient pas lancés dans le podcast en disant non mais j'ai pas d'idée fixe, je sais pas trop. En fait, toi, ce que t'as fait, c'est que tu t'es engagé sur une idée, t'as monté ton idée, tu l'as faite. Et ça, je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent, ça peut aussi vous inspirer à faire de même. Vous avez une idée? Faites-la. Au pire des cas, à un moment donné, ça vous plaît plus, vous passerez à autre chose, ou vous ferez différemment. Parce que toi, au final, t'as rebondi à chaque fois de tout ce que t'as Ouais. mis en place. Mm, Trop intéressant. mm, mm. Justement, aujourd'hui, le podcast, tu parles beaucoup d'hypersensibilité. Est-ce que tu pourrais nous partager un peu, parce que je sais qu'on en a pas mal discuté quand on s'était rencontrés dans une autre visio. Est-ce que tu pourrais nous partager un petit peu de toi, qu'est-ce que c'est, selon toi, l'hypersensibilité, comment est-ce que toi tu l'as définie? Ce serait vraiment cool que tu nous le partages. Ok, alors comment je définis? C'est drôle parce que j'ai fait un épisode sur ça, vraiment que sur qu'est-ce que c'est pour moi l'hypersensibilité. Et parce que je fais aussi des épisodes solo. Et en fait, pour le définir, moi j'avais utilisé un peu des définitions que j'avais trouvées sur internet. Donc j'ai pas donné ma propre définition. Mais je pense, en bref, l'hypersensibilité c'est pas une maladie, pas pas grave. C'est juste une, comment on appelle ça déjà? Une neuroatypie? Non, je crois pas. Je crois même pas que c'est une neuroatypie. Bon, en gros, c'est une différence que certains ont, parce que j'ai pas le terme, qui fait que c'est-à-dire que leurs sens et leurs émotions, parce que c'est les deux, mais pas forcément tous, vont plus avoir d'impact sur eux. Je le dis de cette manière parce que ça veut pas dire par exemple, quand on est hypersensible sensoriel, par exemple, au bruit, en fait, le trop de bruit va nous gêner plus. On va être plus embarqué par le bruit. Enfin, moi, j'ai très souvent des trucs de ouh, il y a trop de bruit. Et d'ailleurs, on voit ma tête, je suis totalement crispée. Il faut que ça s'arrête. Et les gens le savent. Euh, mais pourtant, j'entends pas mieux. C'est-à-dire que j'ai pas une meilleure capacité d'audition. Ok. Donc c'est pour ça que je dis que pour moi, l'hypersensibilité, c'est avant tout, enfin vraiment le nom l'indique, c'est une hypersensibilité, mais pas une hyper compétence quoi. Et pareil, ça va aussi marcher pour les émotions, et c'est le fait qu'on va ressentir beaucoup plus intensément une émotion. C'est-à-dire que si on est joyeux, tu veux que je fasse une pause? Non, t'inquiète. Si on est joyeux, on va être joyeux beaucoup plus. Mais ça veut pas dire qu'on est particulièrement coucou toi.
qu'on est particulièrement différents. Je sais pas si je suis très claire, mais en gros, c'est que on vit, pour moi, les mêmes choses pour les mêmes raisons, mais plus fort. C'est-à-dire que parfois ça va pas se voir parce que parfois pour un ordinaire, moi j'appelle ça les gens qui sont ordinaires parce que j'aime pas dire les gens normaux. Les gens ordinaires, bah ils vont quasiment pas être touchés par une situation et donc une émotion, alors que l'hypersensible, lui, pour la même situation, il va ressentir beaucoup plus fort l'émotion qui se propose à lui en fait, quelle qu'elle soit. Et donc parfois, bah, c'est cool parce que bah, on va avoir une sensation de vie qui pour moi hyper intense. On va euh, ressentir bah, fois mille et moi je trouve ça hyper excitant, hyper cool en fait. Mais parfois, bah, quand c'est de la colère ou quand c'est de la tristesse, bah, c'est beaucoup plus dur à accepter parce que socialement c'est des émotions qui sont considérées comme des mauvaises émotions. Donc quand tu es en colère, bah, les gens peuvent parfois te dire bah, elle est folle, genre. Mhm. Pourquoi elle s'énerve pour ça? Et bah là, c'est un peu plus compliqué. Il faut être un peu plus pédagogue. Bon, parfois, il y a des personnes avec qui tu l'es pas parce que ça sert à rien, tu le sais très bien. Et il y en a, c'est des personnes qui vont être là dans ta vie sur le long terme et tu leur expliques. Et en général, si t'es pote avec eux ou dans la même famille, ça passe. Mais voilà, il y a un petit moment de pédagogie qui est important et qui parfois est compliqué parce que les gens confondent l'hypersensibilité, enfin la sensibilité, avec la fragilité. Et du coup, les gens se disent, bah oui, bah si tu pleures pour ça, enfin, tu vas jamais y arriver, quoi. Tu vas jamais pouvoir passer les épreuves. Et ça, pour moi, c'est une erreur, mais monumentale, parce que moi, je suis quelqu'un d'hyper résilient et je pense d'hyper fort, parce que j'ai vécu des choses qui font que je sais que en cas de situation très compliquée, je sais m'en remettre, même si on n'est pas à l'abri qu'un jour ça soit plus dur que l'autre. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que je vais beaucoup pleurer que je vais pas pouvoir me retourner et m'en remettre et y aller mieux. Donc Bien ça, c'est sûr. vraiment une fausse croyance. Il faut pas associer l'hypersensibilité avec la fragilité, quoi. Oui, clairement, je te rejoins là-dessus. Et puis encore une fois, euh, justement, je pense que même tu vas pleurer, c'est une source. Enfin, exprimer son émotion, c'est une force. Puisque derrière, en fait, ça t'évite de la garder en toi. Et après, derrière, de devoir subir cette émotion qui va revenir tant que tu l'as pas extériorisée. Et, euh, et c'est intéressant, tu vois, que t'en parles comme ça parce que, effectivement, c'est des personnes qui ressentent beaucoup plus que des personnes qui, justement, n'ont pas cette sensibilité-là qui est forte, qui est bien définie. Et c'est important, tu vois, qu'on les écoute, ces personnes, parce que, par exemple, sur une situation que moi, par exemple, je vais vivre, bah, quelqu'un qui est hypersensible va les vivre différemment. Au lieu, moi, de rigoler d'elle, tu vois, bah, en fait, je vais dire, ok, prends ton temps, tu vois, limite, je vais l'accompagner dans ce process, parce que, bah, on va pas du tout avoir la même sensibilité. Et heureusement qu'on a de la différence dans ce Mm, monde. oui. Sinon, on se ferait littéralement bien chier, quoi. Mm, Trop important. ouais, ouais. Ah, je voulais dire quelque chose, mais ça m'est sorti de la tête. Bon, c'est pas grave. Mais justement, toi, comment est-ce que tu fais aujourd'hui pour gérer ton hypersensibilité dans des moments où c'est challengeant, où tu vois, tu sens que ça prend le dessus? Est-ce que t'as des choses aujourd'hui que tu mets en place, toi, pour vivre encore mieux avec cette hypersensibilité, que ça devienne une force, un allié pour toi? Alors honnêtement, c'est pas toujours réussi. C'est ok. On va dire que bah, j'ai que 21 ans, quoi, donc j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Si à 21 ans je savais gérer mon hypersensibilité à 100%, j'aurais beaucoup de chance. Mais je m'ennuierais peut-être un peu plus tard. Il y a quand même des choses où je me suis améliorée, bien évidemment. Qu'est-ce que je mets en place? C'est difficile à dire. Je pense que la première chose, c'est vis-à-vis des autres, c'est la pédagogie, comme j'ai dit tout à l'heure. En fait, c'est hyper important parce que et puis il y a la pédagogie certes, mais il y a aussi savoir trouver des gens euh, qui vont l'entendre la pédagogie. Parce que parfois ça sert à rien. Parfois, je sais très bien qu'il y a des gens qui sont pas assez ouverts pour que je leur parle de ça et ils vont me catégoriser comme faible. Je le sais. Donc en fait, je vais pas m'embêter. Là, parfois, bah, la meilleure solution, c'est plus de faire semblant. Pas très agréable, mais en vrai, parfois, ça marche plutôt bien et en vrai, on s'en sort bien. Mais sinon, donc la pédagogie, c'est-à-dire expliquer qu'on est différent, expliquer qu'on n'acceptera pas euh, des amalgames sur notre sensibilité. Ça, c'est hyper important.
et expliquer aussi que l'autre ne peut pas comprendre, en fait. Ouais, mais je Parce parlais que, plutôt de toi. Qu'est-ce que tu fais toi quand tu sens que ça va pas, quand tu sens qu'il y a trop de ouais, sensibilité qui arrive? C'est plutôt pas par rapport aux autres, mais toi intérieurement, genre oui, comment est-ce que tu arrives à gérer, ouais, ouais. tu vois, ce flux? Mais je commençais par ça parce que, en fait, le fait de commencer par ça fait qu'on aura moins de problèmes après à gérer. Du coup, je faisais comme ça. Mais bon, bref. Du coup, moi, bah déjà, ça dépend l'émotion. Quand c'est une émotion positive, parce que oui, il faut aussi gérer quand c'est des émotions positives, parce qu'en fait, on peut pas se mettre à pleurer parce que on dit un truc hyper positif à quelqu'un qui va pas comprendre en fait. Donc là, même mes amis proches, bah, je suis obligée de le cacher parce qu'en fait, si t'es tout le temps en train d'avoir la larme à l'œil, c'est pas, c'est un peu chiant. Donc comment je fais? Bah, j'essaie, mais en fait, je pense que c'est de l'habitude et de l'entraînement. J'essaie de vivre mon émotion parce que le but, ce n'est pas de pas la vivre, mais qu'elle s'exprime moins. Donc, je sais même pas comment je fais. Mais je pense juste, je sais le faire maintenant de souffler un peu et ça calme et j'ai plus les yeux mouillés parce que j'ai pas forcément envie de devoir toujours m'expliquer. Et quand c'est une émotion, bah, soit la tristesse, soit la colère, qui sont plus compliquées socialement, comme je disais. Quand c'est la tristesse, je vais plutôt m'éclipser. En fait, les deux. Les deux, je vais m'éclipser. Parce que quand je suis en colère, ça sert à rien de me parler. Je suis trop en colère, je vais être méchante. Voilà. Petit conseil d'amis, éloignez-vous. Voilà. Et les gens le savent. Et c'est ok. Et je finis par revenir. Et d'ailleurs, après, je peux avoir une conversation qui sert à quelque chose. Donc là, juste, je me laisse du temps. Et après, ce qui est difficile pour moi, c'est d'arriver à partir au bon moment. D'arriver à partir suffisamment tôt pour ne pas envenimer la situation. Et ça, c'est de la pratique de, bah, là, je sens que ça va trop loin. J'ai besoin d'une pause, je pars. Mais là, je le dis comme si j'y arrivais, hein, mais pas toujours, pas du tout. Et quand c'est la tristesse, euh, bah, en fait, la tristesse, je crois que j'ai réussi à bloquer mon chemin de pensée. C'est-à-dire que j'arrive à me dire, ça me rend triste, mais parce que j'y pense, donc j'y pense moins. Et c'est pas, parce que j'en parlais avec ma sœur qui me disait, oui, enfin, en gros, tu te bloques l'émotion, elle finira par ressurgir. Non, parce qu'en fait, je sais que l'émotion, elle est trop intense, j'ai pas besoin de toute cette émotion, je prends ce qui est bon, et tout le reste qui me met dans un état cata, ça, je le veux pas. Et du coup, je bloque le chemin de pensée. Une fois que c'est bon, quoi, j'ai compris que j'étais triste, c'est bon, on peut passer à autre chose. Là, j'ai juste plus envie de pleurer et d'être triste. C'est bon, je veux avancer. Mais pas en mode je veux avancer, je m'acharne, je veux pas vivre la tristesse, pas du tout. C'est juste à un moment donné, voilà, j'ai compris le message, je le prends, je suis triste, très bien, mais on passe à autre chose. Et pour ça, bah, je pense que c'est aussi l'entraînement de dire, tu penses plus, tu penses à autre chose. Et quand tu t'entraînes à faire ça, je pense à autre chose, bah, petit à petit, tu y arrives. Et maintenant, j'y arrive quasi systématiquement pour la tristesse. C'est juste en mode, voilà, on passe à autre chose. Genre, hier soir, pour vous donner un exemple, hier soir, je regardais Harry Potter, ma vie. Et donc, à la fin du 6, bon, je vais pas spoiler, mais tous les Potterheads sauront, à la fin du 6, il y a un événement un peu horrible quand même. Quand je l'étais, enfin, il y a quelques temps, bah, évidemment, hier soir, j'ai pleuré. Mais il y a quelques temps, j'aurais pleuré pendant une demi-heure. Et là, j'ai pleuré. Et après, fin du film, ciao, on passe à autre chose. Parce qu'en fait, sinon, je vais passer la soirée à pleurer. Enfin, ça n'a pas d'intérêt. Donc, en fait, ce n'est pas une émotion qui me touche personnellement. Ce n'est pas un deuil que j'ai à faire. Voilà. Enfin, faut passer à autre chose, vous voyez. C'est pas comme si c'était moi qui avais perdu quelqu'un. Non, non. C'est, c'est dans un film, quoi. Donc, faut couper le chemin de pensée. Faut passer à autre chose. Et maintenant, j'y arrive très bien. Et à la fin du film, j'ai fait, c'est bon, c'est autre chose. Passe à autre chose. On ouvre le cerveau, on ouvre à d'autres émotions, on ouvre à d'autres réflexions dans son cerveau. Et comme ça, voilà. Bon, je sais pas si ça peut vraiment aider parce que c'est vraiment pas des choses concrètes parce que c'est de l'entraînement. Mais peut-être juste se mettre cette intention-là, peut-être petit à petit, ça peut ouvrir un chemin qui fait passer mieux les émotions. Carrément, on prend tout ce qui est bon à prendre, surtout que bah en fait ce que toi tu vis, d'autres vont le vivre différemment et demandez-vous aujourd'hui que dans ce que vous ressentez, dans ce que vous vivez, bah qu'est-ce que vous pouvez appliquer de ce qu'on vient de se dire. Est-ce que il y a des éléments que sur lesquels vous pouvez vous dire bah effectivement faut que je m'entraîne plus sur ça et tiens bah je vais peut-être devoir me séparer d'un conflit plus rapidement pour éviter de d'envenimer les choses, etc. Parce que je pense que c'est l'expérience de tout le monde en fait est bonne à prendre, surtout qu'on a envie de s'améliorer et d'avancer donc.
c'est chouette. On prend ce genre de choses et autorisez-vous pleinement à tester avec ouverture d'esprit ce qu'on vous raconte là, c'est super important. Trop bien. Par rapport à tout ce que nous raconte là. Comment ça se passe du coup tes études en ce moment? Enfin, pourquoi t'en es venu au droit pénal, tu vois? Qu'est-ce qui t'anime là-dedans et raconte-nous un peu. Ok. Alors moi là-bas j'ai fait une double licence de droit et gestion. Donc c'est vrai qu'à la sortie de cette double licence j'avais quand même le choix de faire énormément d'études. Mais j'ai choisi le droit. Il sort quand l'épisode? Je sais pas. Au mois de novembre, je pense. Ok. Bon bah je peux être honnête alors c'est bon. Euh, je pense que j'étais bornée. Voilà. La vraie réponse c'est ça. Mais c'est pas parce que pour moi c'était comment dire? Pour moi c'était une erreur parce que les raisons qui ont fait que j'en suis arrivée là sont pas les bonnes. Donc c'est pour ça pour moi c'est une erreur. Maintenant je regrette pas parce que j'ai appris plein de trucs et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui j'en suis là. Donc je regrette pas du tout et ça va me servir dans mon profil, dans mon projet. Donc voilà, pour moi je fais une différence entre c'était une erreur parce qu'en vrai je me suis laissée borner par des idées il était vraiment obstiné sur quelque chose, mais je vais vous expliquer après. Et la différence avec, en vrai, c'est quand même très très cool, je regrette pas du tout, et c'était finalement un bon choix. Mais pour moi, mais pas quand j'ai fait le choix. C'est ce que je veux dire? Bref, pourquoi c'était une erreur? Parce que, en gros, quand j'étais en terminale, j'étais prise à Assas, donc c'est la meilleure université de droit de France, mais elle est à Paris. Moi, je suis pas originaire de Paris, je suis du Sud-Ouest. Et à ce moment-là, j'avais 17 ans, parce que j'étais une classe, et je voulais pas aller à Paris. Et ça a été un choix, mais cornélien. Je mets des journées à stresser, parce que je me disais, mais je vais décevoir tout le monde. Je suis prise dans la meilleure fac. Enfin, c'était un diplôme vraiment d'énorme, énorme qualité, quoi. Et moi, je suis quand même hyper élitiste. Et donc, enfin, oui, en vrai, oui. Et je, j'avais beaucoup de mal à lâcher. Mais je me suis dit, non, j'ai été prise à Toulouse et je veux vivre à Toulouse en fait. Et donc j'ai décidé de d'aller à Toulouse, de lâcher Assas. Et en fait je me suis dit très bien, tu fais ça, mais tu travailles assez pour être prise en master à Assas. Et en fait je pense que je me suis fait cette promesse-là et que je n'ai pas réussi à avoir autre chose que ça. Et donc Ok. j'ai été prise en master à Assas et pour moi c'était pas possible de refuser une deuxième fois cette université. Donc ça, c'est pourquoi j'ai choisi de faire du droit. En fait, je pense que c'est parce que je me suis fait une promesse à moi-même et je n'ai pas réussi à concevoir autre chose. Et c'est pour ça que je pense que c'est une erreur, parce que je me suis tellement pas écoutée moi que je me suis bornée dans quelque chose qui n'était pas fait pour moi. Et pourquoi j'ai choisi le droit pénal? Mais ça, je pense que c'est vraiment un choix que je regrette pas parmi le droit, c'est vraiment ce que je préfère. Même si ça peut paraître un petit peu cliché quand on pense au droit, on pense toujours au meurtre, mais on fait vraiment pas que ça. Euh, le droit pénal, c'est des valeurs qui sont très fortes. Le droit pénal, c'est un droit pénal, enfin c'est un droit avant tout de la défense, euh, et ça peut être dans les deux sens. Et quand je dis dans les deux sens, c'est pas qu'on défend les accusés dans le sens où on défend ce qu'ils ont fait, mais on défend leurs droits. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris ces 2 ans, c'est que le droit pénal, on peut le voir de deux manières. C'est vraiment on défend la société contre des actes qui sont pas tolérés, qu'on a décidé qu'ils n'étaient pas tolérés. Et à la fois, on défend aussi des grands principes qui sont très juridiques. On défend toujours quelque chose, en gros. Et moi, ben forcément, ça représente beaucoup mes valeurs de défendre des causes, mais aussi, ça représente pas ma personnalité parce que je trouve ça trop rigide. Je trouve ça trop oui ou non et pas assez créatif du tout. Mais encore une fois, j'ai un projet à terme de faire de l'associatif dans l'aide aux victimes, aux femmes de victimes de violences. Donc forcément, ça va me servir et c'est un super choix de master que j'ai fait parce qu'en fait, il se rapproche de mes valeurs, de qui je suis intrinsèquement. Mais par contre, il se rapproche pas de ma personnalité, de ce que je veux faire tous les jours de ma vie. Je veux pas être magistrate à la base, je voulais être magistrate. Par contre, je veux me servir de ces compétences, de ces valeurs et de ce sens de l'engagement et aussi de cette réflexion qui est très particulière en droit et notamment en droit pénal pour m'en servir dans mon projet plus tard. Donc c'est pour ça qu'en fait, je suis très très bien tombée. J'adore, j'adore. J'aime bien mes cours. Mhm. Euh, et, et je suis hyper contente d'avoir eu cette formation, cette expérience-là,
qui a vraiment, vraiment changé ma manière de penser sur beaucoup de choses. Et en fait, c'est hyper intéressant comme on n'est pas informé en fait sur la prison, sur, sur la récidive, sur la criminalité. Enfin, en fait, c'est vraiment dommage que le grand public ne soit pas informé de ça. Et vraiment, j'œuvre autour de moi à parler de toutes les idées reçues qu'on a et qu'il faut enlever parce que vraiment, c'est des bêtises, quoi. Mais voilà, ça pour dire qu'on en est là. J'ai quasiment terminé. Après, je vais faire un stage. Je vais essayer de le faire dans le milieu pénitentiaire. Et, euh, et voilà. Trop chouette, j'adore. Mais enfin, pour avoir fait du droit de mon côté, je suis méga inspirée par ta résilience et ta capacité à agir. Parce que tu vois, moi j'ai fait des masters aussi, j'ai fait M1, M2, et clairement, j'aurais pas du tout eu la capacité ni le temps de me lancer dans d'autres projets à côté des études. Et du Ouais, coup, il y a un sujet qu'on a ouais, abordé au début, j'ai dit ouais, on parlera de ton organisation. ouais. Euh, Comment est-ce que tu fais pour, genre, tout faire? Et encore une fois, Non, mais c'est c'est vrai. vraiment plus en mode, on a besoin de tes tips, on a besoin de comprendre un petit peu. Après, on est tous différents. Ce que je veux dire là-dessus, et je vais dire ce que j'ai fait un épisode récemment sur le podcast, sur le challenge 31 jours, où j'ai dit, attention, la productivité, ça peut être un poison pour beaucoup de gens, parce qu'on va venir se comparer à une personne, etc. Donc, je le dis aux personnes Ouais, qui nous écoutent, prenez ce que Capucine va vous dire. Demandez-vous est-ce que vous, c'est possible avec votre énergie, votre capacité de le faire et prenez ouais. que ce qui va être bon pour vous. D'accord? Mm, Mais je trouve que c'est totalement. important, tu nous en parles parce que je trouve que c'est méga intéressant à ton âge, tu vois, de faire ça déjà, d'avoir lancé des projets, d'être déjà animé sur des projets de vie, etc. Mais tu verras, ils vont peut-être changer. Mais surtout que dans l'instant présent, tu fais beaucoup de choses, tu crées du contenu super intéressant sur les réseaux, t'as ton podcast, t'as un M2, tu cherches un stage, tu fais des oraux, enfin bref, il y a plein de Ouais. trucs. Raconte-nous comment est-ce que tu t'organises. Non, mais ça, c'est un vrai truc. Parce que parfois, quand je me sens nulle, je me dis quand même, tu fais beaucoup de trucs. Ouais, Enfin, de ouf. ouais. Et ça m'aide de ouf à me dire, en vrai, t'es pas nulle, tu fais vraiment plein de trucs. Et en fait, le jour où j'ai réalisé que je faisais vraiment beaucoup de trucs, c'est un jour, j'ai vu un TikTok, ou un réel, je sais plus ce que c'était. Oui, moi, je suis majeure de double licence. J'ai un projet entrepreneurial à côté. Je me demande si c'était pas, j'ai un podcast, hein. Je fais du sport, j'ai une vie sociale, j'ai un couple et je dors. Et à la fin, il y avait écrit, et bien évidemment, je mens. Et je vous jure, je me suis dit, mais en fait, c'est moi, sauf que moi, je mens pas. Donc en fait, je suis folle, genre, je suis pas normale, genre, Mais comment je fais? non. Non, mais pas en mode je suis folle, mais en mode, je suis, c'est horrible. Il faut prendre le mot brut. C'est exceptionnel. Dans le sens où c'est une exception, quoi. Et en fait, ça m'a vraiment fait me dire, ok, en fait, il y a une vraie compétence que tu as là, parce que visiblement, pour certaines personnes, c'est impossible de tout faire. Donc comment toi t'y arrives? J'ai l'impression d'être hyper vaniteuse, mais bon, bref. En vrai, non, c'est une compétence que j'ai et j'ai plein de défauts, mais ça, c'est une compétence que j'ai. Donc, je pense que j'ai quelque chose à apporter. Oui, je me parle à moi-même. Alors, comment je fais? C'est de l'entraînement, encore une fois. Pour vous dire, quand j'étais en double licence, je faisais 8h, 20h tous les jours et je mangeais 20 minutes le midi. J'avais pas trop le temps, je me réveillais à 6h et voilà, je rentrais, il était 20h30 chez moi. Je mangeais, je dormais, hein, c'était ça. Mais je suis jamais devenue folle parce qu'en fait, j'avais toujours du temps pour moi. Le soir, je lisais, le matin, je lisais. J'étais avec mon copain, je dormais suffisamment. Et c'est ça qui a fait que j'ai tenu. Déjà, pour moi, le plus important, c'est le sommeil, mais je pense qu'on vous le répétera tout le temps, donc ça sert à rien, je le rajoute. Mais en fait, c'est ce qui a fait que je suis jamais devenue folle, quoi. Mais j'ai dormi, j'étais ok, j'étais saine d'esprit, je mangeais bien, je dormais bien, tout va bien. Alors, comment je fais? En fait, je crois que ce que je fais, c'est que je fais pas d'organisation. Voilà, ça s'arrête là. C'est-à-dire que ce que je fais, c'est que je ne travaille que quand je suis en état de travailler. Sinon, je travaille pas. Sinon, ça va me fatiguer. Donc, je vais juste faire effet boule de neige. Et sinon, ça va me dégoûter en fait. C'est pas le but. Et en plus, le temps que je vais passer sera hyper gros par rapport à ce que j'aurais pu faire dans un autre moment. Donc vraiment, ma technique, moi, c'est de ne travailler que quand j'ai envie de travailler. Mais c'est-à-dire que ça s'applique même en période de révision. C'est-à-dire que même en période de révision où j'ai 46 000 trucs à faire, si j'ai pas envie de travailler, je travaille pas. Je vais me balader, je regarde un film, je dors, voilà. Je fais ce dont mon corps a besoin.
ce dont mon esprit a besoin, parce qu'il faut avoir confiance que son... faut avoir confiance en soi, en fait. Après, oui, j'ai des facilités à l'école, je pense que ça aide forcément. J'ai une très bonne mémoire, donc j'apprends vite, donc c'est peut-être facile à dire. Et aussi parce que je travaille bien sous pression. Ça, c'est parce que je travaille bien sous pression que je peux me permettre de faire ça. Mais du coup, ça s'applique aussi, voilà, que aux personnes qui considèrent que déjà ne pas avoir d'organisation fixe, ça va pas les rendre trop anxieux. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont hyper anxieux. Moi, ça ne me rend pas anxieuse. Moi, ce qui me rend anxieuse, c'est d'avoir un emploi du temps totalement rigide où je sais que si je suis fatiguée le lundi à 14h, eh ben, je ne peux pas dormir parce que j'ai ça qui est prévu. Ça, pour moi, ce n'est pas possible, ce n'est pas naturel pour moi. Donc, mon emploi du temps, c'est tous les jours, je remets des trucs au lendemain. Mais il n'y a pas de problème avec ça, parce que, in fine, ça sera fait dans les temps. Donc en vrai, juste, j'ai pas eu envie. Là, par exemple, je suis en vacances chez moi. Bah oui, j'avais plein de trucs à faire. Bah je les fais pas. Parce que en vrai, cette semaine, j'en ai besoin de me reposer, de changer d'air et tout. Donc je fais pas tout ce qui était prévu, mais je sais que ça sera fait plus tard. Et en fait, je pense que c'est vraiment sur le long terme que ma productivité, elle marche. Parce que oui, là vous vous dites, ok, elle dit qu'elle fait 8h10, 20h, mais en fait apparemment, un jour sur deux, elle va dormir. En vrai, c'est pas non plus comme ça. Bien évidemment, il faut aussi se donner un cadre où on sait que dans ce cadre-là, on va travailler. Moi, quand je dis que je faisais 8h, 20h, c'est parce que j'étais à la fac ou à la BU entre mes cours. Donc là, effectivement, je dormais pas trop. Oui, voilà, mais encore que, même dans ces moments-là, si j'avais pas envie de travailler, je sortais en fait. J'allais me balader dans le quartier de la fac, j'allais me poser dehors s'il faisait beau, j'allais au resto, je prenais une plus longue pause, enfin au resto U, hein, je faisais une plus longue pause. Euh, et c'est toujours dans cette logique-là euh, de on s'écoute. Et il y a un super épisode de podcast de Chloé Bloom sur l'organisation intuitive qu'elle fait. Et en fait, c'est totalement mon mode de fonctionnement. Voilà, c'est on s'écoute, on regarde les signaux et on s'adapte. Et si on est fatigué, eh ben on travaille pas. Voilà, ça s'arrête là. Et par exemple, moi, s'il est 2 heures du matin et que je suis hyper concentrée et que j'avance hyper bien, eh ben je continue. Il n'y a pas de, il y a pas de règle pour moi. C'est-à-dire que si là je suis bien, je fais un truc super et je suis là en mode là, il n'y a aucune raison que je m'arrête. À part que il faudrait que j'aille dormir, eh ben non. Je continue à travailler parce que je sais que j'ai un stock de sommeil suffisant pour faire une courte nuit ce jour-là. C'est ok. Si vraiment je vois que je suis en train d'enchaîner les nuits où je dors pas assez, là effectivement je vais écouter mon corps et parce que on y revient, il faut dormir. Mais sinon, je pense qu'il faut savoir sacrifier les moments où t'avais pas du tout prévu de travailler mais en fait, t'es hyper bien, bah tu continues. Si dans le train, Hmm. t'avais prévu de lire, mais en fait, tu prends ton ordi, t'es en train de bosser, ça tombe bien, mais tu vas pas revenir lire, ça n'a aucun sens. Continue. Genre, profite de cette vague de productivité. Moi, c'est ce que je fais tout le temps et ça marche hyper bien en fait. Et puis, il y a aussi, je pense, quelque chose qui peut marcher, c'est... Enfin, moi, j'ai un peu tout testé. J'ai testé l'organisation avec des blocs de temps, sans bloc de temps. Moi, pour moi, les organisations avec un bloc de temps, c'est une erreur pour moi, hein, parce que parce qu'en fait, je jauge plutôt mal finalement. En fait, j'ai toujours tendance à croire que ça va me prendre plus de temps que ce que ça me prend. Du coup, je me retrouve avec des trucs en mode j'ai prévu 3 heures, au final, j'y mets potentiellement 1h30. Ouais. Et, euh, oui, et parfois, c'est l'inverse, bien évidemment. Et parfois, je suis là en mode non, mais ça, tranquille. Ça, c'est surtout pour le podcast. Tranquille, ça va me prendre une demi-heure, j'y passe 2 heures, je suis là, putain, c'est pas possible. Donc, c'est pas possible pour moi de fonctionner comme ça parce qu'en fait, je me mets dans des situations de stress où en fait, je me dis, j'avais prévu ça, mais en fait, j'ai pas du tout réussi. Oh là là, ça va pas du tout. Bah non. Du coup, moi, ça me stresse. On va faire autre chose. On va pas mettre des créneaux de temps. En vrai, ça sert à rien. Ce qu'on peut faire et ce que je fais en ce moment, c'est que je fais des trucs en mode priorité. Euh, J'essaie de l'implémenter parce que je pense que ça peut être très bien, mais je suis un peu têtue. Et ce que je fais aussi, c'est qu'en vrai, je fais ce que j'ai envie de faire en premier, comme d'habitude. Donc voilà, c'est un petit conseil que je donne parce que je pense que ça peut être très utile, mais je me le donne aussi à moi-même parce que la vérité, c'est que en vrai, quand j'ai pas envie de faire quelque chose, je vais faire ce que j'ai envie de faire. Et encore une fois, on y revient. En fait, je fais ce qui est bon pour moi à un moment donné. Là, en vrai, j'ai un peu bof envie de travailler, mais il y a quelque chose dans toute cette liste que en vrai, je dois faire pour dans 3 semaines. Et j'ai envie de la faire. Ok. Bah, je la fais. Voilà. Hein, je trouve que la vie est trop courte pour s'emmerder.
Après, évidemment, quand il est question de faire ma dissertation de droit, donc j'ai pas du tout envie, bah oui, je vais la faire à un moment donné, je vais la faire, je vais la rendre, voilà. Mais bon, peut-être que pendant 3 heures à la BU, pendant que mes potes elles sont en train de faire la dissertation, moi je suis en train de faire du montage, tout le monde va être là, mais Capucine, enfin, oui, 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 la dissertation elle viendra plus tard. In fine, j'ai fait la dissertation et j'ai aussi fait mes 3 heures de montage. Ouais. Voilà. Non, mais c'est intéressant. Toujours connecté à son intuition, à ce qui est bon pour toi Ouais. à ce moment-là, et puis avoir quand même un ordre de priorité si t'as besoin d'agir, et voir après, toi, où est-ce que tu veux aller, où est-ce que tu mènes la barque, quoi. Hmm, j'aime bien. C'est pas mal. En tout cas, ce qui est bien, c'est que c'est un discours qui est plutôt en mode faites ce qui est bon pour vous, à un instant Mm, T. Et je pense qu'on a besoin de ça aujourd'hui. mm. Mais moi, c'est que ça mon contenu. C'est que le but de mon contenu, c'est un contenu hyper déculpabilisant parce que moi, j'ai été quelqu'un qui me culpabilisait beaucoup. Moi, Ouais. j'ai été quelqu'un qui me mettait une organisation hyper rigide, des routines hyper rigides, parce que ça me rassurait en fait d'être dans ce personnage, et puis j'en ai eu marre, quoi. Et du coup, bah, j'ai tout lâché. Et ça fonctionne tout aussi bien. Donc, il n'y a pas de raison de revenir à avant, quoi. On est bien d'accord. Mm. Est-ce que tu aurais une ressource à partager aux personnes qui nous écoutent? Un podcast, une émission, un documentaire, un livre, quelque chose que t'as observé en ce moment et tu t'es dit ouais, ça peut être pas mal que d'autres découvrent aussi Ouais. cette... Est-ce que je peux en donner deux? Vas-y si tu veux. Alors, un livre qui est pour moi, mais d'une richesse, mais enfin, vraiment, faudrait que tout le monde le lise. Ok, C'est le livre Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs. ok. De Alors, qui? je sais pas, Bon, on verra, je regarderai. je sais pas. C'est un grand livre blanc avec des couleurs et des écritures noires. En fait, c'est sur la communication non violente. C'est tout un guide pour exprimer ce qu'on ressent. Mais c'est une mine d'or, mais je peux pas vous dire mieux que ça. Genre, je me dis, si tout le monde disait ça, mais qu'est-ce que le monde irait mieux? Qu'est-ce que les conflits seraient réduits en 2 secondes? Enfin, c'est incroyable. Donc ça, vraiment, il faut que tout le monde le lise. Je le trouve exceptionnel. Assez dur à mettre en place, mais quand il arrive, c'est incroyable. Les résultats sont mais directs parce qu'en fait, il y a vraiment une méthode euh, pour communiquer d'une bien meilleure manière et c'est exceptionnel. Bref, voilà. Et le deuxième, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le podcast de Chloé Bloom, La vie suffit. En fait, ce podcast, peu importe l'épisode que j'écoute, j'apprends quelque chose de fou. À chaque fois, je me dis, elle est vraiment très très forte. Même si je suis pas toujours d'accord avec elle. Euh, Chaque fois, je me dis, mais c'est exceptionnel cet outil-là. Euh, c'est exceptionnel, en fait. Voilà, donc ça, c'est plutôt, bah, pour ceux qui connaissent pas, c'est plus du dev perso. Euh, oui, c'est plus du dev perso avec un petit peu de spiritualité, mais moi, je suis pas très spirituelle et c'est vraiment le minimum que je trouve ok pour moi. Euh, un peu d'organisation, un peu aussi sur la danse, sur le sport, mais pas du sport en mode hyper toxique comme on voit sur Insta, en mode en 3 mois tu vas avoir ton corps de rêve. Non, c'est vraiment encore. En fait, elle fonctionne vraiment sur l'intuition, sur les ressentis, un peu comme moi, donc j'adore. Voilà, mes deux Ça me va. ressources. C'est pas mal tout ça. En tout cas, je le mettrai dans les notes de l'épisode pour celles et ceux qui ont envie d'aller découvrir. Et j'ai trouvé le l'auteur du bouquin, c'est Marshall B. Rosenberg. Bon, Exactement. allez voir. Merci Capucine pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Franchement, c'était méga instructif et super inspirant et je pense que beaucoup ont pu prendre des notes, tu vois, pour essayer de voir un petit peu comment ils pouvaient appliquer tout ça dans leur quotidien. Donc vraiment, merci d'être venu nous partager Merci. ton parcours et ce que tu fais. Pour les personnes qui nous écoutent, où est-ce qu'on pourrait te retrouver pour justement en savoir plus et papoter avec toi? Alors, bah, le plus simple, c'est d'aller sur Instagram. Donc, mon pseudo, c'est Splendor Podcast. Et je suis hyper ouverte à avoir des messages. Je suis trop contente à chaque fois. Et sinon, bah, sur les plateformes, mais là, c'est plus pour écouter le podcast. De ouf. Voilà, sur YouTube et sur les plateformes. Mais pour me parler, c'est plus sur Instagram ou par mail, éventuellement. Il n'y a pas de problème. Voilà. Yes, trop bien. Bah, n'hésitez pas à écouter le podcast de Capucine. J'ai déjà écouté, je le trouve super inspirant et très intéressant parce que tu parles autant d'expertise et d'expérience de vie que tu as vécu, donc je pense que c'est Mm. important. Et puis il y a aussi plein d'interviews, comme tu l'as dit au départ, avec des personnes qui sont venues te partager leurs rêves, leurs projets, etc. Donc pas mal de petites choses à découvrir et donc si vous l'écoutez, bah comme le mien,
n'hésitez pas à laisser une petite note 5 étoiles, c'est toujours cool d'avoir des notes qui nous permettent justement de continuer à produire du contenu et surtout à se dire, bah tiens, il y a des gens qui nous écoutent, qui nous soutiennent, Ouais, donc ça fait toujours plaisir. super. Merci beaucoup, ce fut un plaisir et je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci à toi.